On a un pays qui est en train de s'appauvrir. On matraque les gens par plein de taxes. La France n'aime pas beaucoup les auto-entrepreneurs, quoi. Et ça, c'est un peu dommage parce que je pense que c'est grâce à ces gens-là qui prennent des risques. Le résultat, c'est qu'on plafonne. La vie devient de plus en plus chère. La classe moyenne est en train de disparaître. Je vois que même au niveau de l'éducation, récemment, j'ai cru comprendre que nous étions 26e sur l'État européen, quoi. Donc, en fait, il ne faut pas faire de généralisation par rapport à ce qu'on rencontre dans les lieux touristiques. J'ai été voué à rencontrer plusieurs filles différentes. Et ça s'est extrêmement bien passé. Par contre, quand je suis arrivé sur Phuket, j'ai compris l'étendue de mon malheur. Je suis tombé sur des personnes qui s'inventaient des vies, qui cherchaient gentiment à Les endroits touristiques ne sont pas la Thaïlande. C'est pour ça que j'invite aux gens de sortir des sentiers battus. Générique. Alors salut Steve, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va, impeccable, merci beaucoup. La petite parenthèse les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire, c'est très important pour le référencement. Si vous souhaitez un entretien personnalisé avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou dans les commentaires. Alors dis-moi Steve, tu es en Thaïlande depuis combien de temps? Je suis arrivé le 16 mars 2020, un jour près où sur Paris l'aéroport allait fermer. Ah ouais, juste avant le Covid. Exactement. D'accord. Ok. J'avais besoin. T'as eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance. J'avais besoin de nature et je me suis dit que potentiellement ça allait, en étant dans une grande ville, ça allait être beaucoup plus difficile. Et puis j'ai choisi la Thaïlande parce que je sais que c'est quand même assez espacé, axé sur la nature. Donc j'ai pris une excellente décision. Et en fait, quand tu es venu, tu venais pour t'expatrier ou tu venais pour venir en vacances? C'était dans le cadre des vacances. Et donc du coup, tu n'es jamais reparti, tu es venu en vacances et tu n'es jamais reparti, quoi. Je suis reparti l'année dernière en 2 mois, entre le mois de mai et le mois de juillet. Ouais. Et voilà, du coup, je peux dire que le Covid a donné un coup de pied dans la fourmilière, dans le sens où ça a remis en question ma vie. Ouais, ce que j'allais dire, ça a changé un peu ta vie. Exactement, quoi. J'ai perdu un peu mes acquis que j'avais en France, qui n'étaient pas énormes. Et en fait, maintenant, je me vois davantage à explorer ici et puis pourquoi pas me projeter sur le long terme. Avant cette fois-ci, tu étais déjà venu en vacances en Thaïlande ou pas du tout? Alors j'étais venu en 2000, si je dis pas de bêtises, c'était en 2011, après mon voyage de 11 mois en Nouvelle-Zélande. On m'avait recommandé de m'arrêter ici parce que entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'est moins cher et puis c'est c'est une aubaine c'est une occasion pour s'arrêter, quoi. Ouais, pour diviser un peu le voyage en deux, quoi. Et j'y suis resté 1 mois. J'avais vadrouillé un petit peu dans les alentours. J'avais fait Bangkok, Chiang Mai, Koh Phi Phi, Phuket. J'avais fait une partie un petit peu en Malaisie. Voilà, donc j'avais découvert un peu l'esprit thaïlandais. C'était ma première fois. Et pourquoi alors t'es pas reparti chez toi après, une fois que le Covid était fini? Ça a été un petit peu compliqué parce que, comment dire, il y a eu des déménagements du côté là où je vivais. Et résultat des comptes, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et en fait, tout a été déstabilisé. Et qu'est-ce qui a fait que tu voulais partir de Paris? Les grandes villes, d'être les uns sur les autres. J'ai on va dire une certaine passion pour faire des voyages en mode sac à dos, partir à l'aventure, camping sauvage, autostop, d'être complètement déconnecté de la vie un peu de tous les jours, on va dire. Donc j'ai commencé quand j'avais 27 ans par l'Australie. J'ai fait 5 mois, après j'ai fait 11 mois en Nouvelle-Zélande, j'ai fait 8 mois au Canada. Et après, ça a été des petits voyages à droite et à gauche. Et à chaque fois, tu travaillais dans ces pays-là? J'ai travaillé, j'ai fait les fermes,
tout ce que je pouvais faire. Là où c'était sympa, c'était en Nouvelle-Zélande avec le département de conservation et où ils avaient besoin de main d'œuvre pour entretenir les sentiers, pour déplacer par exemple les kiwis, les oiseaux locaux spéciaux, pour les mettre dans des endroits beaucoup plus sécuritaires. Donc c'était un peu une vie à l'aventure et très déconnectée de la norme. Et qu'est-ce que tu fais alors maintenant en Thaïlande? Alors je suis donc j'entraîne les gens côté musculation, course à pied. Je fais aussi des suivis nutritionnels en ligne. Coach sportif, quoi. Coach sportif, ouais. Là, t'es hawaïen depuis peu. Là, ça fait ma 4e nuit. Ouais. Voilà, depuis 4 jours à Hawaï, mais avant tu as vécu à plusieurs endroits en Thaïlande. Exactement. C'est ça? Alors donc tu as vécu où? J'ai vécu 6 mois à Koh Samui. J'ai fait 2 ans et demi sur Phuket auparavant. Et la première année, j'ai été amené à bouger à différents endroits. J'avais fait Koh Lanta, Koh Phi Phi à nouveau. Koh Tao, Koh Phangan, Koh Samui. Mais ça c'était plus en vacances ça. Là c'était en mode vacances, en mais mode. Tu as vécu ouais. Donc c'était Samui et Phuket. Je suis resté bloqué sur Phuket. Ouais. Ok. Ouais. Voilà. Entre Phuket et Samui, qu'est-ce que tu as préféré pour y vivre? Alors en fait il y a des points positifs un peu partout. Sur les deux, ouais. Koh Samui, il y a plus de nature. Il y a moins de tourisme de masse, donc il y a des coins beaucoup plus isolés. Encore plus sauvages. Plus sauvages, donc ça fait que le trafic est pas... c'est pas comme Phuket où malheureusement, par le fruit de son succès, ça a amené à se développer un peu trop vite. Et puis les infrastructures, pour moi, ne suivent pas assez, n'ont pas suivi. Je dirais que Phuket c'est mieux pour le côté plage, mais Samui c'est à mon niveau, c'est plus agréable parce que tu peux t'isoler, tu as encore une certaine tranquillité. En fait on peut avoir un mixte de tout. Tu veux dire c'est plus tranquille, peut-être plus familial, plus posé quoi. C'est plus posé. Et puis pour les gens qui aiment bien gambader dans la nature, j'aime bien faire du trail, faire de la rando, j'avais tout accessible sans faire des 1000 et des 100. Le milieu de l'île est complètement sauvage, beaucoup de sentiers partout. Donc ça c'est le genre de critère qui fait que forcément c'est positif, quoi. C'est quelque chose qui te plaisait, ouais. Et niveau budgétaire, on va dire la vie est plus chère à Samui ou à Phuket? Alors ça va dépendre, je dirais que c'était moins cher sur Samui parce que pour le prix au niveau du logement j'avais quelque chose de plus spacieux. Après je me suis isolé, c'était un bungalow en plein milieu de la nature. Donc forcément ça va. Ouais, mais bon, on veut dire pour la même chose peut-être. Pour la même chose, à Phuket, tu payais moins cher. Clairement. Au niveau de peut-être aussi au niveau de la nourriture, tout est. La nourriture, c'est plus ou moins pareil parce que j'allais me fournir chez Macro. Non, en global, je dirais que Samui c'est un peu moins cher. C'est quand même moins cher, d'accord. Ok. Est-ce que tu as un endroit à nous recommander sur les deux îles? Du côté de Phuket, j'ai apprécié mon expérience sur Rawai. Ça fait un petit village vacances. Il y a une belle plage qui s'appelle Nayarn. Nayarn Beach. C'est tout au sud de Rawai, c'est tout au sud de Phuket. Tout à fait, c'est le sud de Phuket. Ouais. Après, le problème, c'est que avec le Covid, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont installées sur place. Donc, ça commence à être un peu saturé au niveau des logements. Avant que je vienne sur Samui, j'ai trouvé l'expérience intéressante. Genre pour s'installer, tu conseillerais Rawai pour prendre une petite maison ou un appartement? Éventuellement, je pense que c'est un spot qui est assez bien équilibré en tout. Pour les gens qui aiment bien le milieu de la nuit, qui veulent profiter de... C'est clair que c'est très accessible, quoi. En 25 minutes de moto, de tuk-tuk, on s'y rend et je pense que c'est une bonne planque. Ok. Et à Koh Samui, alors qu'est-ce que tu conseillerais? C'est difficile à...
Parce que je vais un petit peu au pifomètre à droite et à gauche, et puis des fois j'ai pas les noms. C'est comme ça que souvent on découvre des endroits. Moi c'est ce que je dis des fois souvent aux gens, c'est que je leur conseille souvent de se balader, d'aller un peu où est-ce qu'ils sentent, de faire à leur façon, et c'est souvent comme ça qu'on découvre des endroits cool. Tout à fait. Et donc sinon pour toi, plutôt pour se loger, tu conseillerais plutôt La Maille alors? La Maille me paraît être un bon compromis. Ceci étant dit, il y a le problème, c'est qu'il y a eu des nouvelles vagues d'arrivants, et du coup il y a pas mal de mes connaissances qui sont partis dans le sud de La Maille, où c'est plus sauvage. Donc ça reste pas des grosses distances, genre à 5-10 km de La Maille, on a des trucs complètement isolés. Donc ça va dépendre un petit peu de ce qu'on recherche, mais pour l'instant, dans les derniers 6 mois que j'ai vécu, La Maille me paraît être un bon compromis, ou alors par exemple Ouatanon qui est juste à côté, quoi. D'accord. Moi j'étais à 3 km de La Maille, et c'était j'avais la nature, j'avais la colline, et j'ai juste à faire 5 minutes de moto, et j'étais... Et c'est pareil, La Maille c'est assez familial, je crois. C'est assez tranquille, c'est pas comme c'est plus calme que Shaweng. Beaucoup plus tranquille, et si j'ai bien saisi, il y a eu un changement après le Covid. Avant c'était plus tourné peut-être dans le milieu de la nuit, en tout cas plus qu'aujourd'hui. Et donc maintenant ça attire beaucoup plus les familles. Ouais. D'accord. Ok. Là je suis en train de regarder ce que je peux faire. Donc je vais discuter avec des propriétaires de salles de sport, avec d'autres coachs. Donc tu veux rester dans le domaine du sport, exactement, de la nutrition, éventuellement développer davantage la partie en ligne. Après je suis pas très fan pour tout ce qui est entraînement, à part si la personne effectivement elle a été familiarisée auparavant. Je trouve que le contact au réel est beaucoup plus c'est beaucoup plus fonctionnel pour corriger les postures de mouvement et tout ça, quoi. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez un coach sportif sur du coup maintenant il est sur Wayne, Steve. Exactement. Donc si vous cherchez un coach sportif ou en nutrition sur Wayne, n'hésitez pas à contacter Steve. Je mettrai son contact en description de vidéo. Je suppose que tu faisais cette activité déjà à Phuket. Sur Phuket, oui. D'accord. Et est-ce que c'était, on va dire, rentable? Est-ce que tu arrivais à gagner ta vie? Est-ce que, si tu peux nous dire oui, combien à peu près? Alors, en fait, j'avais suffisamment pour vivre, pour payer les factures. Grosso modo, je me suis pas non plus fait une grosse pression pour courir à droite et à gauche. Je me suis contenté de au moins payer les factures de base. Donc, en grosso modo, mon niveau de vie sur Phuket, c'était un peu moins de 30 000 bahts par mois, quoi. En fait, le problème, c'est que ça va se jouer en fonction de comment on mange, quoi. Ça, c'est là où je dépense le plus, quoi. Ah d'accord, pour toi, le budget nourriture, il est important. Il est beaucoup plus important, vu que les 2 premières années, j'ai mangé thaï. Ça me revenait entre 200 et 250 bahts par jour. D'accord. Et je l'ai doublé parce que dans le cadre de mon activité, j'ai expérimenté la diète carnivore, consiste à manger des produits, de la viande de ruminants comme le bœuf, du poisson, des œufs. Donc du coup forcément c'est pas le même budget. Je tournais entre 400 et 450 bahts par jour. Ça reste quand même raisonnable. Complètement, je veux dire par rapport à la France. Ça fait à peu près 10-12 euros par jour de nourriture, quoi. Sachant que vu que je pratique la musculation le matin, et je tournais à environ une 50aine de kilomètres de course à pied par semaine, il fallait que je mange en conséquence. Donc, c'est ce que j'allais dire, tu manges. Je mange beaucoup, plus que la moyenne, ouais. Un peu plus que la moyenne. Ouais. Est-ce que tu as ressenti une sorte de déprime quand tu es retourné en France? J'ai vu que l'atmosphère s'était dégradée. Qu'est-ce qui t'a choqué le plus? On ressent un stress ambiant, une certaine tension, négativité, et en fait
l'endroit où j'ai grandi ne ressemble plus du tout à ce qu'il était auparavant. Donc ça s'est transformé en quelque chose d'autre, qui est des bâtiments aseptisés, avec un ensemble de choses qui, pour moi, ça dégage plus une certaine... c'est assez triste en fait. C'est pas très lumineux, c'est gris. Bon, sans parler de la météo climat, forcément, mais ça y joue malheureusement. Ça y joue. L'état d'esprit des gens, les Thaïlandais relativisent, ils vivent le jour au jour, et on a moins cette espèce de pression qu'on peut avoir par exemple à Paris, où il y a une espèce d'agressivité ambiante. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable pour les gens, surtout les gens comme moi qui aiment bien la tranquillité, qui a une vie plutôt posée. La Thaïlande est un endroit très... Pour les retraités, je trouve que c'est parfait, quoi. Je dirais pas que c'est parfait, mais on s'approche doucement des meilleures destinations. Il n'y a pas tous ces problèmes, par exemple, de vol. Et ça, c'est un argument. C'est beaucoup, parce que moi qui bougeais en vélo sur Paris, il fallait que je fasse extrêmement attention. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de laisser mon téléphone par accident à un endroit, et puis je le retrouvais sans aucun stress. Après, c'est comme je dis, il faut pas non plus pas trop jouer avec le feu. Le diable non plus, mais c'est clair. C'est normal, hein. Faut pas non plus. Et oui, de toute façon, c'est tout. C'est logique après, mais mauvais endroit au mauvais moment, c'est tout. Hein, mais globalement, sincèrement, ici, là-dessus, c'est tellement à l'opposé de ce qu'on connaît nous autres en France, quoi. Et qu'est-ce qui t'a manqué de la Thaïlande quand tu étais en France? La liberté. Ici, on conduit des belles routes en bécane. Après, on peut l'avoir sûrement en France, mais c'est pas pareil. Il y a un côté plus aventureux. Ce qui m'a manqué, c'est le climat. Bien que j'y suis allé dans la bonne période, on va pas se mentir, mais après, ça reste Paris. Mais ici, ce que j'adore, c'est la nature, c'est vraiment aussi la simplicité au niveau de la vie. On a des fruits locaux qui sont super, très peu cher en plus, qui sont accessibles. Parce que les fruits en France, malheureusement, maintenant, exactement. Ça commence à être très cher. Tout à fait, et c'est vrai que, par exemple, le petit plaisir simple, la noix de coco, si ça coûte même pas 1 euro, c'est à peu près 20 bahts une noix de coco, c'est 50 centimes, quoi. Exactement. Ok, donc c'est ces petites choses simples là qui t'ont manqué, quoi. Voilà, bon, j'ai une vie plutôt assez minimaliste de manière générale. J'aime bien la culture, mais c'est pas non plus. J'ai pas besoin d'être dans un endroit où il y a forcément des musées. De temps en temps, quand je vais découvrir une ville, avec grand plaisir, mais j'aime bien plutôt le côté isolement. Ici, on a la chance d'avoir un pays où on peut être un petit peu loin de tout et à la fois près de tout. C'est vrai. Selon toi, quel est le plus gros risque pour un nouvel expatrié en Thaïlande? Alors, ça va dépendre, mais j'ai vu ici des gens qui n'avaient pas suffisamment de maturité, parce qu'il y a un côté très facile, que ce soit l'accès au niveau des drogues, les relations hommes-femmes. Et donc si on n'a pas la tête sur les épaules, on peut se faire emporter par ça. Les apparences ont l'air très positives, mais faut faire attention. Il y a un contexte qui fait que les gens sont en mode survie, hein. Donc il faut comprendre que c'est pas tout blanc ou tout noir. Enfin, je veux dire, faut pas être naïf. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui sont naïfs, qui n'ont pas le recul et donc qui peuvent se faire bouffer par ça. Donc ça, il faut faire attention. Et puis le côté, effectivement, c'est pour les gens qui aiment bien faire la fête. Par exemple aussi pour les bodybuilders, c'est un monde où tout est accessible de manière facile, et
Et c'est là le danger, quoi. Si on n'a pas la maturité pour gérer la chose, et bah, ça peut vite dégénérer. Et je dirais que c'est ça les dangers de la Thaïlande, c'est le côté un peu trop facile. Tout est accessible, mais encore une fois, on en vient au problème. Certaines libertés nécessitent aussi une certaine réflexion, parce que ça peut nous conduire à notre perte, quoi. Il faut bien mesurer l'état des lieux et être conscient, quoi. Bah d'ailleurs, tiens, on parlait un petit peu des filles en Thaïlande. Est-ce que pour toi, il vaut mieux être en couple ou célibataire en Thaïlande? Alors là, c'est une question très, très compliquée, parce que c'est vrai que c'est assez vaste, mais... c'est assez vaste. Mais on va dire pour ton cas, toi, ton cas personnel. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir des relations plutôt équilibrées, posées, avec qui je pouvais, avec de la bonne communication. Et ici, le problème, c'est qu'il y a un fossé culturel. Donc, j'ai envie de dire, en fait, ça va dépendre de la fille, parce que il y a plein de types de personnalités, comme c'est le cas de manière générale. À mon goût, j'ai eu des bonnes expériences avec les filles de Bangkok, avec qui on a pu échanger et on voit. Il y avait un rapport aux choses beaucoup plus naturel, une curiosité que je n'ai pas forcément trouvée dans les îles. Dans les îles, il y a le tourisme de masse. Et du coup, on va avoir des profils qui sont là en mode survie et alors c'est pas leur priorité. Ça n'a absolument rien à voir. Donc en fait, il faut pas faire de généralisation par rapport à ce qu'on rencontre dans les lieux touristiques, parce que ma première année, j'ai été voué à rencontrer plusieurs filles différentes et ça s'est extrêmement bien passé. Par contre, quand je suis arrivé sur Phuket, là j'ai compris que j'ai compris l'étendue de mon malheur. Je suis tombé sur des personnes qui s'inventaient des vies, qui cherchaient gentiment à te la faire à l'envers. Exactement. Et ça, bon. Donc on rencontre pas du tout les mêmes profils Absolument entre rien à voir. Bangkok et dans le sud, notamment dans les îles, dans les endroits touristiques. Tout à fait. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'étrangers, de touristes qui ont des mauvaises a priori sur les femmes thaïlandaises. C'est exact. Parce que justement, ils voient que ce côté-là, ils rencontrent que des filles qui sont là justement pour rencontrer des touristes et se foutre un peu d'eux, quoi, enfin profiter un petit peu d'eux. C'est bien ça. Donc je pense que le mauvais côté, enfin les mauvais a priori viennent un peu de là, quoi. Les endroits touristiques ne sont pas la Thaïlande. Ça a été complètement dénaturé et pour ça que j'invite aux gens de sortir des sentiers battus et d'explorer. Et là on voit que c'est un autre monde avec des rapports humains beaucoup plus sains. C'est pas dans le calcul froid. C'est beaucoup moins dans l'intérêt. Dans l'intérêt, exactement. Plus dans le naturel. C'est ça. Et où est-ce que tu as vu les plus jolies filles alors? Bangkok, je crois que c'était l'endroit où j'ai forcément. Il y a une plus grosse masse de gens. Plus grosse masse 15 de millions gens d'habitants à Bangkok. Exactement, et c'est vrai que il y a beaucoup de choix. Voilà. Okay. Donc après, il faut rencontrer la bonne, bien sûr, mais au moins il y a beaucoup plus de choix que dans certains endroits où j'étais, où on retrouve un peu le même genre de profil, les mêmes tendances, quoi. Si vous cherchez à faire des rencontres avec des Thaïlandaises, je vous conseille un site de rencontre. Pareil, vous avez le lien dans la description de vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de la France? Alors, ce qui me manque... Alors, je t'ai posé l'inverse. Là, c'est le paradoxe. Je vais sembler me contredire, mais c'est des fois le côté un peu culturel. Je veux dire, la vie le jour au jour, où on ne se pose pas trop de questions, ça a sa limite pour moi. J'aime bien aussi être dans un endroit où
on est amené à apprendre des choses, à essayer de progresser dans plusieurs domaines. Et je dirais que ici, c'est un petit peu l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se laissent vivre et du coup ils plafonnent ils se posent pas plus de questions que ça. Et après, à mon niveau, je suis plutôt du genre à toujours essayer d'explorer, d'évoluer. Exactement. Donc c'est peut-être ça qui me manque. Ouais. Et est-ce que tu comptes retourner vivre en France un jour ? Je tiens le plus possible à m'éloigner. Ce qui est en train de se passer, c'est absurde. Et, en France, tu veux en dire, France, ouais. Par rapport à quoi ? À l'atmosphère, il y a une espèce d'individu, le côté extrême de l'individualité. C'est-à-dire que les sociétés qui fonctionnent, ce sont des rapports de confiance. Et en quelques années, on a réussi à détruire ce qui connectait les gens aux uns aux autres. Et aujourd'hui, c'est très individualiste. Et donc ça fait que c'est un pays qui est très divisé. Et je me vois pas être en plein milieu de tout ça. D'accord. Donc c'est un peu le gros problème où on est en train de se bouffer les uns les autres en bas, alors que bon, les problèmes sont générés en haut et ça serait bien de s'y attaquer sérieusement pendant que les gens sont en train de se battre, de créer des tensions pour parfois des choses qui sont importantes, mais je veux dire, on a tout intérêt à regarder ce qui se passe en haut, parce que c'est ça qui est la tête du pays, et c'est en passant par ça qu'on peut espérer éventuellement d'avoir des changements. Voilà. Et qu'est-ce qui te convient plus du tout en France ? Le contrôle surtout. En France, on est au stade où il faut déclarer qu'on a un poulet dans son jardin. Il faut faire attention si ton mur il n'est pas trop haut. Faire attention également si tu récoltes l'eau de pluie, il faut demander l'autorisation à papa et maman, le gouvernement. Enfin, je veux dire, il y a des trucs. Trop d'interdictions, et puis on taxe aussi tous les entrepreneurs. Ça fait que les gens qui ont la possibilité vont voir ailleurs, quoi. Et donc on a un pays qui est en train de s'appauvrir. C'est complètement déséquilibré, quoi. On n'incite pas les gens à dynamiser la prise de risque. On matraque les gens par plein de taxes. La France n'aime pas beaucoup les auto-entrepreneurs, quoi. Et ça, c'est un peu dommage, parce que je pense que c'est grâce à ces gens-là qui prennent des risques. Ce que je pense aussi, c'est qu'en fait, en France, ils n'incitent pas les gens à travailler. C'est ça. Ici, pour prendre un exemple, ici en Thaïlande, tu veux vendre des canettes, je sais pas moi, des sandwichs. Tu prends une petite charrette, tu te mets au bord de la route, et puis tu vends des canettes et des sandwichs, et personne va venir t'embêter. Et tu vas pouvoir gagner ta vie comme ça, tu vois, si tu n'as pas de travail, mais tu vas travailler d'une certaine façon, personne va t'empêcher de travailler, de gagner ta vie. C'est ça. Alors qu'en France, c'est impossible, tu peux pas sortir avec une petite charrette et puis vendre tes sandwichs, on va venir t'emmerder, le flic il va venir, mais vous n'avez pas d'autorisation et c'est interdit et patati et patata, tu vois. Plutôt que de laisser les gens se débrouiller par eux-mêmes, à chercher à travailler, à faire de l'argent, ils vont mettre des bâtons dans les roues aux gens et les gens, qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire ? S'ils trouvent pas de travail, ça va être soit la délinquance, soit rien faire et puis se laisser porter par les aides. Voilà. Et du coup, le résultat, c'est qu'on plafonne et la vie devient de plus en plus chère. Le pays est en train de s'appauvrir, de manière conséquente. La classe moyenne est en train de disparaître, donc ça va être on s'y approche, ça va être les très riches et toute la masse
de pauvres qui sont esclaves un peu de ce système. Donc pour moi, c'est un pays qui est... je veux dire, si j'avais des enfants, j'aurais du mal à investir du temps sur place, parce que je vois que même au niveau de l'éducation, récemment j'ai cru comprendre que nous étions 26e sur l'État européen, quoi. Au niveau de l'éducation, l'éducation, ouais, nous sommes... non, mais ça m'étonne pas, de toute façon. C'est une catastrophe. La France, c'est un pays en pleine régression dans plein de domaines. Exactement. On peut le voir, hein, que ça soit la médecine, à tout niveau, ouais. l'éducation, la sécurité, enfin tout. En fait, et ce qui est grave à mes yeux, c'est que c'est les choses prioritaires dans un pays. Bien sûr. N'oubliez pas de participer à la cagnotte pour le micro. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou dans les commentaires. Et puis merci beaucoup à toi, Steve. Merci à toi également, c'est un plaisir. On se revoit très vite dans une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, bye bye.